Merci beaucoup Sam d'être ici aujourd'hui, nous en sommes très reconnaissants. Sam est bien sûr le cofondateur et PDG d'OpenAI, l'une des entreprises les plus importantes de notre époque. Et depuis le lancement de ChatGPT, Sam et son équipe ont démocratisé l'IA. Ils ont fondamentalement transformé notre façon de travailler, de communiquer, d'innover et même notre vision de l'avenir. Son entreprise vaut maintenant environ 157 milliards de dollars. OpenAI n'a pas seulement déclenché une course à l'armement, elle a redéfini les possibilités de la technologie. Et alors qu'il pousse vers l'intelligence artificielle générale, nous sommes forcés d'affronter de grandes questions. Ces questions concernent l'avenir du travail, l'équilibre des pouvoirs, l'éthique et bien d'autres sujets. Nous allons aborder tout cela avec Sam, l'homme au centre de tout. Commençons il y a 2 ans, presque cette semaine exactement, quand vous avez lancé ChatGPT. Je pense qu'il est juste de dire que depuis que vous avez appuyé sur le bouton, tout a basculé. C'est vrai que ça a changé la conversation mondiale, les priorités de financement, le mouvement des ressources. D'autres entreprises technologiques ont modifié leur façon de faire, il y a eu des procès, tout y est passé. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensiez qu'il allait se passer quand vous avez appuyé sur ce bouton il y a 2 ans. En théorie, nous savions qu'il y aurait un moment où, pour une raison quelconque, le monde passerait de la non-compréhension à la compréhension. En interne, à ce moment-là, il nous semblait très évident que les modèles de langage allaient continuer à évoluer. Pourquoi cela s'est-il produit au lancement de ChatGPT? J'ai quelques théories, mais pourquoi à ce moment-là et pas lors du lancement de GPT-3 et de l'API plus tôt? Ou pourquoi pas jusqu'au lancement de GPT-4 plusieurs mois plus tard? Je pense qu'il y a une part de hasard dans le moment où ça prend feu. Nous avions observé avec l'API et GPT-3 que GPT-3 était un peu en avance et ne fonctionnait pas pour beaucoup de choses. Mais l'un de ses meilleurs cas d'utilisation était les développeurs dans le playground, où ils pouvaient tester rapidement des idées avant d'implémenter l'API. Ils adoraient simplement parler au modèle. Ils passaient leur temps à discuter avec GPT-3 de manière conversationnelle sur n'importe quel sujet. C'était la principale utilisation, alors nous nous sommes dit que si c'était ce que les gens voulaient, nous pouvions le rendre beaucoup plus facile à utiliser. Nous avions en fait prévu de le lancer avec GPT-4, que nous avions terminé vers août 2022, mais nous l'avons gardé un moment. Nous savions qu'il y aurait un grand moment pour le monde, mais nous ne savions certainement pas que ce serait à ce moment-là avec le lancement de ChatGPT. Nous voici maintenant 2 ans plus tard, et la prochaine grande question que nous nous posons tous, je n'arrive pas à croire que nous la posions déjà 2 ans plus tard, et vous venez d'en parler. Vous avez dit qu'il est possible que nous ayons une super intelligence dans quelques milliers de jours. Il y a une grande incertitude, et il existe aussi différentes définitions de ce qu'est la superintelligence. Oui, il y a 2 ans, nous pensions être sur une courbe très ascendante. Nous avons créé OpenAI parce que nous pensions que c'était possible et peut-être pas si lointain. Les choses se sont bien passées, mais nous espérions que ce serait le cas. Nous croyions en l'apprentissage profond comme une découverte incroyable pour l'humanité, et nous pensions pouvoir y arriver. Nous avions le devoir d'y parvenir, de bien faire les choses et de partager largement les bénéfices. Il y a encore beaucoup de travail difficile, beaucoup de recherche et d'ingénierie à faire, mais je pense que c'est possible, et je pense que c'est possible dans un futur pas si lointain. Je m'attends à ce qu'en 2025, nous ayons des systèmes que les gens regarderont, même les plus sceptiques des progrès actuels, et diront « Waouh, je ne m'attendais pas à ça, ça change vraiment la donne ». Les agents sont le sujet dont tout le monde parle, et pour une bonne raison. Cette idée que vous pouvez donner à un système d'IA une tâche assez complexe, comme celle que vous donneriez à un humain très intelligent,
qui prend du temps à réaliser et nécessite l'utilisation de nombreux outils pour créer quelque chose de valeur. C'est le genre de choses que j'attends pour l'année prochaine, et c'est vraiment important. Si cela fonctionne aussi bien que nous l'espérons, cela peut vraiment transformer les choses. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de gros titres suggérant que les lois d'échelle de l'IA commençaient à ralentir. Les gens ont parlé du ralentissement possible des lois d'échelle de l'IA. Vous avez publié ce tweet, je ne sais pas s'il était cryptique ou très direct, où vous avez écrit « Il n'y a pas de mur ». Je ne vois pas comment cela pourrait être moins cryptique que ça. C'était une tentative d'être totalement direct et de dire que cela va continuer. J'espère que cela mettra fin au débat, au moins pour un moment. J'ai toujours été frappé de voir à quel point les gens aiment spéculer sur l'existence d'un mur, et si l'échelle va continuer à progresser. Plutôt que de simplement regarder la courbe de progression et se dire qu'il ne faut peut-être pas parier une exponentielle contre une exponentielle. Quoi qu'il en soit, nous avons plein de nouvelles choses formidables. Donc nous faisons cette chose amusante pour les fêtes, les 12 jours d'OpenAI. À partir de demain, nous allons soit lancer quelque chose, soit faire une démonstration chaque jour pendant les 12 prochains jours ouvrables. Sans trop en dire sur ce qui arrive demain, c'est une progression continue. Donnez-nous un peu plus d'indices, puisque ça commence demain. Je ne veux pas gâcher la surprise, ce n'est pas si long à attendre. Cette réponse ne me convient pas du tout, je veux savoir. Une des grandes questions concernant l'intelligence artificielle actuellement est de savoir quelle quantité de données est nécessaire pour continuer à évoluer. Dans quelle mesure est-ce une question de pure puissance de calcul et donc de capital? Versus les données, ou les obtenir, cette idée de données synthétiques, de données numériques, que nous allons recréer à partir d'autres données. Que faut-il réellement pour évoluer à ce stade? Quand les gens parlent des facteurs limitants, il y a 3 éléments clés, et il y en a d'autres aussi, mais les 3 principaux sont le calcul, les données et les algorithmes. Et vous pouvez parfois les échanger. Si vous avez de meilleures données, vous pouvez utiliser moins de puissance de calcul. Ou si vous avez plus de puissance de calcul, vous pouvez l'utiliser pour créer des données synthétiques et générer plus de données. Pendant un moment, il y a eu des gains incroyablement faciles devant nous avec le calcul. Plus récemment, nous avons eu beaucoup de gains algorithmiques. Mais vous voulez pousser sur tous ces aspects en même temps. À différents moments, il peut y avoir des rendements différentiels pour l'un ou l'autre, mais je ne peux pas penser aux 3. Pour vous, le calcul est probablement le plus important. Et si vous n'avez pas la puissance de calcul, tout le reste ne compte pas. D'une certaine manière, le progrès algorithmique est le plus important. Peut-être pouvez-vous doubler la taille d'un ordinateur. Peut-être qu'avec le temps et des montants fous de capital, vous pouvez multiplier par 10 la taille de l'ordinateur. De temps en temps, ces gains de 1000 fois arrivent algorithmiquement. Le transformer est un bon exemple récent de cela. C'est rare, mais c'est le plus grand gain quand cela arrive. Donc actuellement, il semble y avoir une course aux armements pour la puissance de calcul, une course pour les levées de fonds pour la puissance de calcul. Vous avez une relation avec Microsoft et vous comptez sur eux actuellement. Je pense qu'il y a une course sur tous ces aspects. Celui du calcul est le plus amusant, le plus théâtral, avec les plus gros chiffres. Il attire le plus l'attention. C'est vraiment important, je ne veux pas le minimiser. Mais il y a certainement aussi d'énormes efforts consacrés à qui peut trouver les meilleures idées algorithmiques, qui peut sécuriser de nouvelles sources de données. Donc je pense que c'est sur les 3 fronts. Vous avez cette relation avec Microsoft. Elle a été décrite parfois comme une bromance technologique, dans le meilleur sens possible, et je lisais justement Alexith qui écrivait qu'il est clair que Microsoft et OpenAI se séparent. Je ne pense pas que nous nous séparons. Écoutez, je ne vais pas prétendre qu'il n'y a pas de désaccord ou de défi. Évidemment, il y en a. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour les 2 entreprises. Je suis impatient de faire encore beaucoup plus ensemble. Mais à long terme, pensez-vous que vous devez avoir votre propre puissance de calcul qui vous appartient, plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre? Non, en fait, je pense que nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de puissance de calcul du type que nous voulons, sur laquelle nous pouvons compter.
Il peut y avoir des raisons pour lesquelles nous avons des idées vraiment folles sur des choses que nous aimerions construire, qui sont, vous savez, à haut risque et à haute récompense. Mais nous n'avons certainement pas besoin qu'OpenAI devienne vraiment bon dans la construction d'ordinateurs, comme des centres de données massifs. Et peut-être que c'est une conséquence de la façon dont j'ai grandi. Mais j'ai grandi comme l'un de ces fondateurs de start-up de la génération où, avant cette période, tout le monde devait construire son propre matériel et vous aviez ces colocations et centres de données. C'était quelque chose que vous deviez faire. Et puis soudainement, AWS a changé la donne. Donc j'ai toujours pensé de cette façon. Je suis ouvert à ce que nous disions. Ok, nous allons devoir construire des choses nous-mêmes. Ou peut-être que l'intégration verticale s'avère plus importante avec le temps. L'une des raisons pour lesquelles je pose la question est que cela crée une situation d'ami-ennemi, de frénémie. Vous avez votre produit, j'étais justement en train de l'utiliser hier pour vérifier quelque chose. Comment ça s'est passé? Super, merci. Ravi de l'entendre. Au fait, nous allons recevoir Sundar plus tard. Le produit de recherche que vous développez est fascinant. Je dois dire que c'est mon produit préféré que nous ayons lancé. Merci de le dire. C'est mon produit préféré que nous ayons lancé depuis longtemps. Je l'utilise énormément et j'en suis très satisfait. Cela a complètement changé ma façon d'utiliser Internet. Mais là où je voulais en venir, c'est que vous avez cette relation où Microsoft utilise votre produit dans Copilot. Maintenant, Apple utilise aussi votre produit. Et puis vous avez votre propre version d'un produit natif que vous commercialisez vous-même. À un moment donné, les intérêts ne sont-ils plus alignés? Je dis cela car il y a eu des articles, notamment dans le New York Times, qui suggérait qu'il y avait eu des frustrations concernant la quantité de puissance de calcul et d'accès que vous obtenez, différentes exigences sur les produits de Microsoft que les gens d'OpenAI sont censés utiliser mais qu'ils ne veulent peut-être pas utiliser. J'essaie juste de comprendre tout ça. Il y a définitivement eu, à différents moments, de vraies crises de calcul. Encore une fois, notre produit a évolué. Il y a 2 ans, nous n'avions presque pas d'activité. Maintenant, nous avons plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Nous avons des utilisateurs qui envoient plus d'1 milliard de messages par jour à ChatGPT. Nous avons une très grande activité de développeurs. Donc nous avons besoin de beaucoup de puissance de calcul, plus que ce que nous avions prévu, et c'est juste quelque chose d'inhabituel dans l'histoire des entreprises de croître aussi rapidement. Et il y a eu des tensions à ce sujet. Je n'ai pas entendu de gens mécontents d'utiliser les services Microsoft cependant. Vous savez, nous avons une grande activité de plateforme. Nous avons une grande activité first party. Beaucoup d'autres entreprises gèrent ces 2 aspects. Nous avons des domaines où nous excellons. Microsoft a les siens. Encore une fois, il y a des tensions, mais dans l'ensemble, je pense que nos intérêts sont plutôt alignés. On dirait qu'il y a un peu de tension. Concernant l'intelligence artificielle générale, vous avez toujours dit que votre accord avec eux prévoit que si vous y parvenez, l'accord pourrait techniquement être annulé. On dirait que vous pourriez vous en rapprocher. Nous avons aussi dit que notre intention est de considérer l'AGI comme une étape en cours de route. Nous nous sommes laissés une certaine flexibilité, car nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais je pense que nous atteindrons l'AGI plus tôt que la plupart des gens ne le pensent, et que cela aura beaucoup moins d'importance. Et beaucoup des préoccupations de sécurité que nous et d'autres avons exprimées ne surviennent pas au moment de l'AGI. C'est comme si l'AGI pouvait être construite, le monde continue à peu près de la même manière. L'économie avance plus vite, les choses croissent plus rapidement. Mais ensuite, il y a une longue progression de ce que nous appelons l'AGI à ce que nous appelons la superintelligence. Et c'est à ce moment-là que nous devrions nous inquiéter. Je me souviens quand vous étiez à Washington et ailleurs ces dernières années, vous nous disiez que nous devrions être nerveux. Eh bien, tout d'abord, même au moment de l'AGI, je pense qu'il y a des choses qui inquiètent. Je m'attends à ce que la perturbation économique prenne un peu plus de temps que ce que les gens pensent, car il y a beaucoup d'inertie dans la société, mais qu'elle soit ensuite plus intense que ce que les gens pensent. Donc, les premières années, peut-être que pas grand-chose ne change, et puis peut-être que beaucoup de choses changent dans l'économie. Je ne crois pas à l'absence de travail. Je pense que nous trouverons toujours des choses à faire, mais avec chaque révolution technologique majeure, il y a beaucoup de rotation des emplois. Mais je parierais que nous n'avons jamais vu cela aller aussi vite.
Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui inquiètent dans un avenir relativement proche, mais pas ces choses super dangereuses. Ces éléments-là, je pense qu'ils sont plus lointains qu'un système qui peut, vous savez. Avez-vous confiance dans le fait que le gouvernement ou quelqu'un va trouver comment éviter cela? J'ai confiance que les chercheurs trouveront comment éviter cela. Je veux dire, il va y avoir quelques... Laissez-moi nuancer un peu. Je pense qu'il y a un ensemble de problèmes techniques sur lesquels les personnes les plus brillantes au monde vont travailler. Et vous savez, je suis peut-être un peu trop optimiste par nature, mais je suppose qu'ils vont trouver la solution. Et nous travaillons très dur. D'autres travaillent très dur. Je pense qu'il y a beaucoup de travail devant nous, mais je pense aussi que nous avons cette magie, pas de la magie. Nous avons cette incroyable avancée scientifique appelée apprentissage profond qui peut nous aider à résoudre ces problèmes très difficiles. Je suppose que nous y arriverons. Les questions sociétales autour de l'AGI, pas la chose qui, selon nous, arrivera dans quelques années et qui pourra faire beaucoup de travaux et créer beaucoup de valeur économique, mais la vraie superintelligence. Le système qui n'est pas juste plus intelligent que vous ou moi, mais plus intelligent que nous tous réunis, avec des capacités incroyables. Même si nous pouvons la rendre techniquement sûre, ce que je suppose que nous découvrirons, nous devrons avoir une certaine confiance en nos gouvernements. Il devra y avoir des questions politiques autour de cela. Il devra y avoir une coordination mondiale à un degré qui, je suppose, sera à la hauteur de la situation, mais qui semble difficile. D'accord, parlons de la question de la sécurité. Nous avons tous lu les gros titres. Vous avez fait les gros titres. Au cours des 2 dernières années, il y a eu tellement de personnes à la fois au sein d'OpenAI, qui sont parties ou se sont exprimées publiquement. Elles disent que vous n'êtes pas assez concentré sur la sécurité, des questions de confiance. Expliquez-nous ce que vous en pensez quand les gens disent qu'il n'y a pas assez d'attention portée à la sécurité. Qu'est-ce qui ne se passe pas qui devrait se passer? Je me réfère à notre bilan. Je dirais, vous savez, nous en avons parlé, nous avons ce grand produit là-bas. C'est une technologie très nouvelle qui évolue très rapidement. Au début, c'était quelque chose que nous ne savions pas comment aligner correctement. Et maintenant, la société considère généralement qu'elle est acceptablement sûre et robuste. La sécurité est toujours comme un contrat négocié par un grand nombre de parties prenantes. Il est peut-être difficile de définir exactement ce que signifie la sécurité pour ChatGPT. Mais la raison pour laquelle je pose la question est que quand nous entendons différentes personnes qui ont quitté l'organisation et qui sont devenues publiques, elles vont sur Twitter et disent que ces gens ne sont pas concentrés sur la sécurité. Est-ce une question de ressources, de puissance de calcul, de votre attention? Il y a certainement des gens qui pensent que ChatGPT n'est pas suffisamment sûr, qu'il permet des choses qu'il ne devrait pas, ou ne fait pas des choses qu'il devrait faire. Il y a des gens qui disent que ChatGPT est peut-être un peu plus sûr que ce qu'on pensait. Mais quel est le plan pour le prochain système? Que va-t-on faire à ce sujet? Il y a aussi des gens qui diraient que mettre en place un tel système est dangereux en soi car OpenAI a accéléré une course mondiale. Et cela nous donne moins de temps pour travailler sur la sécurité. Nous croyons, et c'est une position assumée, que cette idée de déploiement itératif est vraiment importante. Nous devons mettre ces systèmes dans le monde. La société et la technologie doivent évoluer ensemble. Il faut commencer quand les enjeux sont plus faibles. Il faut comprendre comment les gens vont utiliser cela et ce qui fonctionne ou non. Il y a d'autres personnes qui disent que certes, il y a des avantages, mais que cela n'en vaut pas les coups. Laissez-moi vous poser une question différente, qui revient peut-être à la question de la puissance de calcul. J'allais mentionner qu'Elon Musk construit ses propres laboratoires de puissance de calcul massive pour alimenter XAI. Une des raisons pour lesquelles je demandais si vous aviez besoin de votre propre infrastructure et que tout le monde semble avoir la sienne. Nous parlions justement avec Ken d'Elon Musk. Elon Musk a une relation plutôt inhabituelle dans votre vie au fil des années, à la fois comme fondateur et comme quelqu'un qui poursuit maintenant l'entreprise en justice. Dans quelle mesure voyez-vous XAI comme un concurrent? Nous parlons évidemment de Google tout le temps, et nous parlons d'Anthropic, et dans une certaine mesure de Microsoft, et je ne sais pas ce que vous pensez d'Amazon. Nous parlerons à Jeff Bezos cet après-midi. Comment voyez-vous cela? Ce sont des concurrents. Les considérez-vous comme l'un de vos plus grands concurrents? Il semble qu'ils arrivent en force. Oui, je suppose qu'ils seront un concurrent très sérieux. Vous vous y attendiez? Oui.
Et que font-ils? Comment ont-ils pu littéralement créer une entreprise qui semble, je ne dis pas qu'elle est comparable à ce que vous faites, mais qui s'en rapproche très rapidement? Eh bien, beaucoup de modèles à la frontière sont maintenant tous assez proches, mais j'ai certainement un immense respect pour la rapidité avec laquelle ils ont construit ce centre de données. Au fait, craignez-vous que tout cela devienne banalisé? Je ne dis pas que n'importe qui peut le faire, mais quel est votre avantage? Et d'ailleurs, quel est votre désavantage? Je pense que la technologie elle-même, dans la mesure où vous croyez que l'apprentissage profond est juste comme une loi de la physique et que nous avons découvert un nouveau morceau important de science, alors oui, cette partie sera faite par beaucoup de gens. Tout le monde a son analogie pour ce qu'est l'IA. Je pense que Sundar sera là, il en parle comme de l'électricité. Beaucoup d'autres parlent de la révolution industrielle. Certains parlent de la renaissance. Celle que je préfère est le transistor. C'était une découverte scientifique que quelques entreprises ont découverte en premier, qui a transformé notre société, qui s'est incroyablement bien développée. Quand les gens parlent de loi d'échelle, la meilleure analogie est, je pense, la loi de Moore. C'est venu à être utilisé par beaucoup d'entreprises et le monde entier. Regardez toutes les choses dans cette pièce avec des transistors, mais nous n'y pensons pas comme à des appareils à transistors. Et nous ne pensons pas à Google comme à une entreprise de transistors, même s'ils ne seraient pas là sans eux. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Il y aura des modèles d'une capacité stupéfiante, largement disponibles, utilisés pour tout. Et il sera inconcevable pour les gens du futur que les appareils, les produits et services qu'ils utilisent ne soient pas vraiment intelligents. Et ils ne s'appelleront pas tous des entreprises d'IA ou des produits d'IA. Et dans ce sens, d'une certaine manière, l'IA elle-même, la nature de son moteur de raisonnement deviendra banalisée. Et c'est bien, c'est positif, la science devrait être diffusée dans toute la société. Et c'est pourquoi nous nous concentrons sur la construction de choses comme ChatGPT. Une autre question, et elle est liée à Elon, est que vous vous dirigez maintenant vers une composante à but lucratif de votre entreprise. Pour l'instant, c'est une organisation à but non lucratif. Et lui, comme tout le monde le sait si on lit les journaux, vous poursuit en justice pour cela et bien d'autres choses. Je veux vraiment vous poser la question à un niveau très personnel, en oubliant même le fond de l'affaire, en tant que quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec lui et vous avez fondé cela ensemble. Comment vous sentez-vous personnellement aujourd'hui par rapport à tout cela? C'est énorme, terriblement triste. J'ai grandi en considérant Elon comme un méga héros. Je pensais que ce qu'Elon faisait était absolument incroyable pour le monde. Et je suis toujours, bien sûr, j'ai des sentiments différents à son égard maintenant. Mais je suis toujours content qu'il existe. Et pas seulement, non, je le pense sincèrement. Pas seulement parce que je pense que ces entreprises sont géniales, ce que je pense, mais parce que je pense qu'à une époque où la plupart du monde ne pensait pas de manière très ambitieuse, il a poussé beaucoup de gens, moi y compris, à penser beaucoup plus ambitieusement. Et reconnaissant n'est pas le bon mot, mais je suis reconnaissant et positif à ce sujet. I'm grateful is like the wrong kind of word, but I'm like thankful, I'm positive about that. Vous savez, nous avons commencé OpenAI ensemble, et puis à un moment donné, il a complètement perdu foi en OpenAI, et a décidé de suivre sa propre voie. Et c'est bien aussi. Mais je vois Elon comme un bâtisseur, et quelqu'un qui vous savez, c'est connu à propos d'Elon, il tient vraiment à être le chef. Mais je le vois comme quelqu'un qui, s'il ne l'est pas, se contente de faire de la concurrence sur le marché et dans la technologie et tout le reste, et ne recourt pas aux batailles juridiques. Et quelle que soit la plainte déclarée, je crois qu'il est juste un concurrent, et nous réussissons bien. Et c'est triste à voir. Je dois vous poser cette question. Il y avait un article dans le Wall Street Journal. Vous y étiez, Jeff Bezos y était, et certaines des autres personnes qui sont ses principaux concurrents y étaient. Et il y avait des spéculations dans l'article, selon lesquelles des gens comme vous étaient inquiets de son influence, pas seulement son influence dans le domaine technologique, mais étant donné sa relation étroite maintenant avec le président élu. Je ne le suis pas en fait. Je crois assez fermement, je peux me tromper,
mais je crois fermement qu'Elon fera ce qu'il faut et que les Américains seraient que profondément anti-américains d'utiliser le pouvoir politique, dans la mesure où Elon l'a pour nuire à vos concurrents et favoriser vos propres entreprises. Et je ne pense pas que les gens toléreraient cela. Je ne pense pas qu'Elon le ferait. Ça irait, encore une fois, il y a beaucoup de choses à ne pas aimer chez lui, mais ça irait si profondément à l'encontre des valeurs que je crois qu'il tient très à cœur que je ne m'en inquiète pas tant que ça. D'accord, une dernière question liée à cela, et puis je veux en fait parler d'une question technique différente concernant l'entreprise. C'est-à-dire que l'une des choses qu'il a allégué est qu'il pense que vous êtes maintenant si grand qu'il n'y a pas de concurrence et que vous essayez d'empêcher la concurrence de se produire en empêchant les investisseurs potentiels de, par exemple, XAI ou d'autres, de vous financer et de les financer en même temps. Incorrect. Ce que nous avons dit, ce qui est très standard, et ce que nous disons, c'est que si vous investissez chez nous et voulez investir chez nos concurrents, c'est tout à fait acceptable. Nous arrêtons vos droits à l'information. Vous pouvez toujours le faire, mais c'est une condition très standard pour d'autres entreprises de notre taille. Vous savez, nous allons arrêter de vous parler de notre feuille de route de recherche. Et tout le monde trouve ça raisonnable. Mais, encore une fois, si vous voulez investir chez eux, allez-y. Laissez-moi vous poser une question différente sur l'entreprise. Vous l'avez commencé comme organisation à but non lucratif. C'était à l'origine une organisation de recherche. Maintenant, je pense qu'il y a une opinion selon laquelle elle doit devenir une sorte d'entreprise orientée vers le profit. Le doit-elle ? Tout d'abord, j'aimerais parler de la raison pour laquelle nous avons commencé comme organisation à but non lucratif, parce que je pense que ça explique aussi la réponse. Quand nous avons commencé, nous n'avions aucune idée que nous allions être une entreprise de produits. Nous ne savions pas non plus que le capital dont nous aurions besoin s'avérerait être si énorme. Si nous avions su ces choses, nous aurions choisi une structure différente. C'est difficile à exprimer, car ce n'était pas il y a si longtemps dans le calendrier. Mais c'est difficile d'exprimer à quel point 2016 était différent. C'était des années avant que nous ayons la recherche qui a mené au modèle de langage. C'était 4 ans et demi avant que nous lancions notre premier produit. C'était environ 6 ans et demi avant que nous lancions ChatGPT. Tout ce que nous savions que nous voulions faire était de faire de la recherche en IA, et nous pensions que l'AGI et la superintelligence finiraient par être quelque chose d'important pour le monde. Et nous voulions faire quelque chose de bien. À l'époque, nous travaillions sur l'écriture d'articles, de nouveaux algorithmes de RL, de nouvelles théories, un moyen de jouer à des jeux vidéo, une main robotique. Et il n'était pas clair qu'il y aurait un jour un produit ou des revenus. Et il n'était pas clair que nous en aurions besoin, car il n'était pas clair que nous aurions besoin d'autant d'argent. C'est devenu évident après GPT-1 et d'autres travaux que nous allions devoir évoluer. Et nous avons commencé, et Elon a aussi décidé d'arrêter de nous financer en tant qu'organisation à but non lucratif. Et nous ne pouvions pas trouver quelqu'un d'autre pour le faire, nous devions trouver un moyen de faire du profit plafonné. Maintenant, nous voulions continuer avec beaucoup des aspects positifs d'une organisation à but non lucratif. Donc, nous avions cette filiale à profit plafonné qui a fonctionné pendant un moment. Et d'une certaine manière, ça fonctionne encore, et d'une autre manière, ça met à l'épreuve la théorie de ce qu'une organisation contrôlée par une organisation à but non lucratif peut être, et le montant de capital dont nous avons besoin à cette prochaine étape. Donc nous sommes depuis un moment, en train d'examiner certains changements. Rien n'est décidé. C'est, comme vous pouvez l'imaginer, très compliqué à comprendre. Et le conseil d'administration y travaille dur. Dans toute configuration, l'organisation à but non lucratif ne disparaît pas. Une des choses que le conseil a examinées, par exemple, est une PBC dont une organisation à but non lucratif possède une grande partie et trouve ensuite comment utiliser cette richesse pour l'objectif de l'organisation à but non lucratif. Il y a d'autres idées aussi. L'une des choses qui m'a toujours fasciné, Anu, que vous n'avez jamais pris de part dans l'entreprise. Je pense que vous y pensez plus que moi. Je suis surpris. Vous êtes payé 76 000 $, j'ai vérifié et c'est tout. Si l'entreprise a un de ces moments, il y a une attente que vous obtiendrez des parts. Il y a eu beaucoup de presse à ce sujet, et il y a eu une certaine pression des investisseurs. Écoutez, c'est étrange que je n'ai pas pris de part. Vous en vouliez ? Vous n'en vouliez pas, pourtant. Non, je n'en voulais pas. Si je pouvais revenir en arrière
j'en aurais pris juste un peu, juste pour ne plus jamais avoir à répondre à cette question. Et peu importe combien de fois, j'essaie d'expliquer aux gens que j'ai le travail le plus intéressant et le plus cool au monde. C'est comme mon rêve de retraite. La façon de passer mon temps après ce qui était déjà une assez bonne carrière. Et les gens peuvent travailler sur des projets artistiques et ne pas être payés pour ça. Et personne ne trouve ça bizarre ou quoi que ce soit. Ça ne passe tout simplement pas. Donc j'aurais aimé en avoir pris un peu. Je n'imagine pas que je travaillerais plus ou moins dur. Il y aurait quelque chose de plus clair sur l'alignement que j'aurais eu avec les investisseurs ou autres. Et ça aurait été beaucoup plus facile de lever des fonds. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas investi parce que je n'ai pas pris de part. Ils ne vont pas investir parce que vous n'avez pas de part. Donc si maintenant l'entreprise vaut 157 milliards de dollars, quel montant pensez-vous être bon pour vous si ça arrive? Encore une fois, je pense que vous y pensez plus. Nous allons manquer de temps, donc je dois poser quelques autres questions rapides. L'une d'elles est, et en toute transparence, nous devrions dire, il se trouve juste... Puis-je dire une chose de plus sur ce point, avant que vous continuiez? Je serai rapide. C'est mon travail de rêve d'enfance. Pas tous les jours, pas au quotidien. Je préférerais ne pas me cogner la tête contre le mur tout le temps, mais travailler sur l'AGI. Et pouvoir être assis dans la pièce avec les chercheurs les plus brillants du monde et partir dans cette folle aventure. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'était littéralement mon rêve d'enfant. Et malgré toute la bizarrerie, je pense qu'il devrait au moins être compréhensible que cela vaut plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent supplémentaire. Fair enough, thank you. Très bien, merci. Laissez-moi vous demander ceci. Et je manquerais à mon devoir si je ne le mentionnais pas. Il se trouve que le New York Times Company a intenté un procès contre OpenAI et Microsoft concernant l'entraînement sur du contenu. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu et d'autres personnes dans cette pièce qui gagnent leur vie grâce au contenu. Et je suis très curieux, et je sais que vous ne pouvez pas parler du procès lui-même, mais pour ces personnes qui sont dans cette salle, qui ont écrit des livres ou des articles ou fait des films, qui ont vu leurs informations utilisées pour l'entraînement, que ce soit sur le web ouvert ou fermé ou sur YouTube, comment devrions-nous nous sentir? Open web or the closed web or on YouTube or what have you, how we should feel. Je pense que nous avons besoin d'un nouveau pacte, standard, protocole, quel que soit le nom qu'on lui donne, sur la façon dont les créateurs vont être récompensés. Je crois fermement au droit d'apprendre. Si une IA lit un manuel de physique et apprend la physique, elle peut l'utiliser pour d'autres choses comme un humain peut le faire. Je pense que ces aspects du droit d'auteur et de l'utilisation équitable doivent continuer à s'appliquer. Mais je pense qu'il y a des choses supplémentaires que nous commençons à explorer. Et d'autres aussi, où une de mes passions a toujours été de trouver comment faire des micro-paiements, où si vous générez une histoire dans le style d'Andrew Ross Sorkin, vous pouvez choisir que votre nom, votre image et votre style soient utilisés et être payés pour cela. Il y a beaucoup d'autres idées aussi. Je pense que la discussion sur l'utilisation équitable ou non est au mauvais niveau. Et bien sûr, nous croyons fermement qu'il faut une de ces approches du droit d'apprendre. Mais la partie avec laquelle je suis vraiment d'accord est que nous devons trouver de nouveaux modèles économiques où les créateurs peuvent avoir de nouvelles sources de revenus. Concernant le New York Times, écoutez, je ne crois pas qu'il faille être impoli quand on est invité chez quelqu'un. Mais je dirais que je pense que le New York Times est du mauvais côté de l'histoire à bien des égards. Nous pourrons en discuter et en débattre. Et nous le ferons, je pense, devant les tribunaux. Au plaisir de vous revoir. Ma dernière question pour vous n'a presque rien à voir avec la technologie, mais peut-être que si, c'est que vous avez quelque chose de très excitant qui va arriver dans votre vie personnellement dans l'année à venir, vous allez avoir un enfant. Et pour tous les parents et futurs parents qui réfléchissent à l'IA et à ce que cela va faire à notre vie et même à notre propre sens en tant que personne, si la machine peut réellement faire des choses que nous ne pouvons vraiment pas faire, ce que nous sommes censés faire, comment nous sommes censés penser à cela, ce que cela fait à notre propre dignité. Que pensez-vous quand vous aurez votre enfant et que vous réfléchirez et parlerez à cet enfant? Que pensez-vous que vous allez lui dire sur ce nouveau monde dans lequel nous sommes sur le point d'entrer? What do you think when you have your child and you're thinking and talking to that child, what do you think you're going to be telling them about this new world we're about to enter?
Il n'y a rien comme, je veux dire, je suis sûr qu'avoir un enfant sera encore plus fort, mais même juste se préparer à avoir un enfant, il n'y a rien qui, du moins pour moi, n'a autant fait paraître l'AGI insignifiante. Et le niveau d'excitation que j'ai à propos de l'AGI, je pensais qu'il était assez élevé, mais il est tellement plus élevé concernant le fait d'avoir un enfant. Cela met vraiment en perspective ce qui compte vraiment. Et je pense que c'est un aspect spécifique d'un phénomène général. Nous développons d'incroyables nouvelles technologies depuis longtemps. Et chaque fois que c'est arrivé, les gens ont eu ces conversations. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? La révolution industrielle arrive, alors les machines prennent tous nos emplois. Qu'est-ce que cela signifie? La révolution informatique arrive. Les ordinateurs prennent beaucoup d'emplois actuels. Qu'est-ce que cela signifie? Et la réponse, du moins en termes de ce que signifie être humain, n'est pas grand-chose. L'économie va croître. Les types d'emplois que les gens feront vont changer. Et les gens se soucieront beaucoup plus et aimeront leurs enfants beaucoup plus qu'ils ne se soucient de l'AGI et de tout ce que n'importe quelle technologie peut apporter. Les pulsions humaines profondes sont si puissantes et sont là depuis si longtemps, et l'évolution, la dérive évolutive est assez lente, que je pense que d'une certaine manière, mes enfants grandiront dans un monde très différent, et d'une autre manière, ce sera exactement le même. My kids will grow up in a super different world, and in some other sense, it'll be exactly the same. Sam Altman, everybody. Thank you so much. Sam Altman, merci beaucoup pour cette conversation. Merci.